Alors, on va entendre le docteur David Littlecrab de l'hôpital général de Kingston. Il va parler de thérapie génique en hémophilie, l'état actuel de la situation. S'il vous plaît, souhaitez avec moi la bienvenue au docteur Littlecrab. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation. Merci de m'avoir invité à parler de ce sujet. Voici mes divulgations. Alors, pour commencer, comme vous pouvez voir sur cette diapo, c'est la première page d'une revue que moi et Christine Ruffo, ma collègue, en 2005, avons menée. Je suis très heureux de vous parler cet après-midi, entre autres parce que, comme vous le savez, ça fait 30 ans que je suis sur des podiums et que j'annonce cette étude. Enfin, je peux vous dire que ça s'en vient, que ça commence à se concrétiser. Donc, j'avais sans doute très peu de crédibilité auparavant, c'est peut-être un peu mieux maintenant. Donc, les premiers messages. Ce parcours a duré des décennies avant qu'on en arrive où on en est aujourd'hui. Et sur cette diapo, vous voyez le progrès au fil des années. Le clonage du gène a eu lieu au milieu des années 80. Le premier essai a eu lieu en 93 en Chine. Des chercheurs chinois ont enlevé des cellules dermiques sur un individu avec quelques manipulations génétiques à l'extérieur, réimplantation des cellules et rien ne s'est produit. Bon, heureusement, parce que c'était potentiellement dangereux, mais rien n'est arrivé. Ensuite, 50 années de recherche se sont écoulées. Et puis, il y a eu quelques petites études à deux phases avec de 10 à 15 patients avec trois types différents de vecteurs, les adénovirus, pas les AAV, on va y revenir aux AAV, mais les rétrovirus et puis éventuellement les virus associés aux adénovirus, les AAV. Et ces études étaient pas si mal, rien de très grave s'est produit, mais rien de spectaculaire non plus. Puis, en 2001, on a eu la première étude réussie sur la thérapie génique menée à l'Université au Collège de London, de Londres, le groupe de Anatoni et puis un autre groupe aux États-Unis. Alors, pour commencer, qu'est-ce que la thérapie génique, hein? On utilise un vecteur viral manipulé et ici, j'espère qu'on va vous rassurer. Il ne s'agit pas de virus qui sont injectés dans les patients. On emprunte un virus associé aux adénovirus, un AAV, et les AAV ont un génome qui est encapsulé dans un seul chromosome. Les êtres humains ont 46 chromosomes et on a 20 000 gènes. Ce virus a un chromosome et deux gènes qui s'appellent REP et CAP en haut. Hein, vous voyez la ligne jaune et puis une barre grise. REP et CAP, ce sont les deux gènes de ce virus. Et quand on fabrique un vecteur, un système de livraison pour l'hémophilie, on retire ces gènes du génome viral et on insère un transgène de facteur 8 ou 9 et en rouge, donc vous voyez qu'on donne à ce gène un élément de régulation de façon à ce que le gène fabrique la protéine. On laisse 6 du génome viral originel, ces petites parties au début et à la fin du génome. Vous verrez pourquoi dans un instant. Donc, il ne s'agit pas de virus. Ce sont des vecteurs viraux et ça, c'est un message très important que vous devez retenir. Ensuite, on prend ce génome et on l'encapsule dans une capside, un code de protéines que vous voyez au bas, dans cette forme à 12 plans. Et cela est infusé dans une veine. Ça prend une demi-heure, une heure. Vous devez peut-être rester à l'hôpital une journée. Ce n'est pas un processus très compliqué que de transposer le vecteur dans le corps. Ces capsides, hein, donc ces codes protéiniques en différentes couleurs ici, livrent le vecteur dans différents tissus et vous pouvez voir ce que j'ai encadré en rouge.
ce sont des vecteurs qui ont tendance à se diriger vers le foie. C'est là qu'on veut qu'ils aillent. Donc, on fait passer ces vecteurs par le système veineux et ces particules sont assez intelligentes pour trouver leur chemin vers les cellules hépatiques dans votre foie et pénètrent le foie. Et je vais surtout vous parler du AAV5. Vous voyez qu'il y a une prédominance, une préférence pour les cellules hépatiques. Il y a des vecteurs qui se rendent aussi dans d'autres tissus, mais la séquence de régulation que je vous ai présentée tout à l'heure permet aux vecteurs de s'exprimer seulement dans les cellules hépatiques et pas dans d'autres cellules du corps. Quand le vecteur arrive dans la cellule, si vous regardez en haut à gauche de ce schéma, vous voyez que le vecteur est imprégné par la cellule. Ensuite, le vecteur passe par un système dans le cytoplasme et puis dans le nucléus où il perd sa capside, c'est-à-dire l'enveloppe protectrice, et puis il fabrique un deuxième brin d'acide nucléique et il reste dans le noyau, dans le nucléus. Il fabrique du ARN messager qui est traduit en protéines et en haut à droite, il est sécrété dans la circulation sanguine. Tout ça, ça se passe en boîte noire, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas exactement comment tout ça se produit et il y a des détails auxquels je reviendrai un peu plus tard parce qu'ils sont importants, mais ces détails-là restent encore aujourd'hui assez vagues. Pour les prochaines 20 minutes, je vais demander, est-ce qu'on peut prévoir si vous êtes admissible à la thérapie génique, si vous aurez une bonne réponse clinique, si on peut prévoir votre niveau de facteur, combien de temps est-ce que ça va fonctionner, est-ce que vous risquez de développer des complications et est-ce que la thérapie génique causera des cancers? Je vais brièvement aborder chacune de ces questions au cours des 20 prochaines minutes. La première question, est-ce que vous êtes admissible à la thérapie génique? Le point le plus important, c'est qu'on va vous demander si vous avez déjà eu des infections AAV précédemment. Est-ce que votre corps a déjà développé une réponse immunitaire au AAV? Et ce que vous voyez ici à gauche, ce sont des résultats généraux pour différents types de AAV, les AAV2, 5, 8 et 10. Et vous pouvez voir la prévalence des taux de séropositivité. Les individus qui ont déjà rencontré le virus et qui ont développé une réponse immunitaire, ça veut dire que vous ne pourrez pas avoir ces vecteurs. Simpliste, mais je reviendrai avec des détails un peu plus tard. Mais pour AAV5, 35 environ des individus dans la population auront du mal à accepter ce vecteur. Ce vecteur ne se rendra pas au foie parce qu'il sera attaqué par des anticorps. À droite, vous voyez qu'il y a une variabilité selon les pays. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais on parle d'une population de plus de 500 hémophiles dans 9 pays différents. Est-ce que ce qu'on lit au bas, c'est que l'une des études CSL, dont on va parler tôt dimanche matin ici, je crois, a indiqué qu'il peut y avoir de faibles niveaux d'anticorps sur ce vecteur, mais vous pouvez quand même avoir de bons résultats. Donc, comme d'habitude, il y a des exceptions à toute règle biologique et c'en est une. Prochaine question. Est-ce que je présenterai une bonne réponse clinique? Et j'utilise de l'information dérivée de la phase 3 de l'étude sur la thérapie génique de facteur 3. J'y ferai référence un peu plus tard. Alors, commençons avec le côté gauche de ce diagramme. Et ici, on parle du taux de saignement annuel et vous voyez que 49,3 des patients ont eu un TSA avant la thérapie génique supérieur à 0. Donc, ils ont eu des saignements plus d'une fois par année. Et après la thérapie génique, ils n'ont plus eu de saignements du tout. Donc, le TSA était supérieur à 0 avant et puis de 0 après la thérapie génique. Le cadran suivant, si on suit le mouvement de l'horloge, 26,1 bonne réponse avant, prophylaxie,
Donc, un TSA de 0 avant la thérapie génique et ça s'est maintenu après la thérapie génique. Donc, on est rendu à 60, un peu plus de 75 des patients. Donc, ensuite, on est aux 14,9 qui avaient un DSA supérieur à 0. Avant, ça a diminué, mais ça n'a pas tombé à 0 avec la thérapie génique. Ensuite, le dernier cadran, 9,7 des patients avec des TSA de 0 avant et après, avec une légère augmentation du TSA. C'est un petit nombre d'individus qui avaient des TSA autour de 5 ou 6, pas énorme, mais les TSA étaient plus élevés après la thérapie génique qu'avant. Ici, sur cette diapo et la prochaine, je pense que vous avez déjà vu de tels schémas. Ce sont les niveaux de facteur 8 dans la phase 3 de l'étude de biomarin. Alors, c'est une étude sur 52 semaines avec 132 patients avec hémophilie A grave traités avec une perfusion de vecteur. Et vous voyez dans ces cases, donc de 25 à 75 quartile, les niveaux de facteur 8 ont commencé à augmenter à 4 semaines avec un pic entre la 24e et la 30e semaine. Puis, graduellement, ça a commencé à baisser légèrement jusqu'à la 52e semaine. Vous pouvez également voir, si vous regardez le bout de ces lignes, il y en a qui ont eu des niveaux beaucoup plus élevés et d'autres, aucun niveau du tout d'augmentation. Donc, beaucoup de variabilité des niveaux. Et en une année, bon, la moyenne et la médiane, la moyenne était de 42 et la médiane 22 de facteur 8. Un petit nombre de ces patients, c'est-à-dire 17, ont été suivis pendant 2 ans et vous pouvez voir une baisse des niveaux de l'année 1 à l'année 2. Alors, les niveaux de facteur 8 qui étaient assez élevés autour de 30 semaines, ont commencé à baisser dans la deuxième année. Et certains de ces patients, aujourd'hui, sont encore suivis, donc un suivi de 5 ans avec des niveaux de facteur 8 importants, mais quand même plus bas, autour de 15 Donc, ils n'ont plus de saignement, mais leur niveau de facteur 8 ont diminué à- comparativement au pic à 6 mois. Alors, qu'en est-il des TSA? À gauche, vous voyez qu'en rouge, on a la médiane, en bleu, la moyenne. On est allé de la base de référence, donc 2,8, 4,8 et jusqu'à des niveaux pratiquement nuls, presque aucun saignement. Et à droite, vous voyez les perfusions annuelles de facteur 8. Ces patients suivaient une prophylaxie au facteur 8, donc sans perfusion, niveau de référence en prophylaxie et après la 4e semaine de thérapie génique, quand ça commence à fonctionner, leur taux de perfusion est passé à presque 0. Donc, il y a un énorme avantage clinique, on peut le constater ici. Les TSA sont excellents et le taux de perfusion est presque à 0. Des perfusions très, très rares sont requises. Maintenant, on va s'intéresser au facteur 9 parce que un message que je dois vous transmettre et je vais le faire avec la prochaine diapo. Les thérapies géniques facteur 8 et facteur 9 ne sont pas similaires. Ça va devenir visible quand vous verrez de plus près ce tableau. Donc, c'est l'étude HOPE-B à phase 3 avec 50 participants. Et vous voyez ici que les niveaux, donc à 18 mois à droite, tout à droite, M18, ça veut dire 18 mois. Alors, les niveaux de facteur 9 à un stade sont sur l'axe vertical. Et ce que vous constatez, c'est qu'il y a un gain à partir de la 4e semaine, 3e, 4e semaine, et les niveaux à 6 mois sont à 39 à 12 mois, 39 encore, et à 18 mois, 34 On ne voit pas
une diminution avec le facteur 9, comme c'est le cas avec le facteur 8. Donc, à 18 mois, on est à des niveaux quand même assez stables comparativement à ce qu'on a vu pour le facteur 8. Et la variabilité est quand même assez raisonnable. Elle n'est pas idéale. Il reste des patients qui sont en position aberrante, mais la prévisibilité de ces réponses sont concentrées donc pour ces 51 patients à des niveaux bien plus acceptables que pour le facteur 8. J'ai une diapo sur la toxicité. Vous la voyez ici. Bon nombre d'entre vous savent, bon, on parle du foie ici, et le problème le plus fréquent et potentiellement grave, c'est la toxicité hépatique. Et on mesure cela dans le sang en mesurant cette enzyme qui vient des cellules hépatiques lorsqu'elles sont en mauvaise santé ou lorsqu'elles meurent. Cette enzyme s'appelle l'alanine aminotransférase, ALT. Et quand son niveau est élevé, ça indique qu'il y a atteinte hépatique. Vous verrez dans un petit instant que l'augmentation ALT était importante avec le facteur 8 et pour le facteur 9, un peu moins importante. Ces patients ont été traités aux corticostéroïdes. La durée de ce traitement, en général, c'est prednisone ou prednisolone, c'était entre 1 et 8 mois, parfois un peu plus que ça. Et à cause de ça, bon nombre de patients ont connu des complications liées à l'utilisation des stéroïdes. Et je vais vous présenter deux patients. L'un d'entre eux va nous parler du problème de stéroïdes qu'il a rencontré. Et parfois, les valeurs ALT ne réagissent pas au traitement aux stéroïdes, donc on a dû utiliser d'autres médicaments d'immunosuppression. Donc, c'est un problème. Et malheureusement, on ne comprend pas vraiment pourquoi il se produit. Il faut qu'on en sache davantage sur cette toxicité. Bref, ici, en résumé, on vous explique pourquoi. Bon, je voulais mettre l'accent sur les résultats. Et vous voyez qu'il y a des différences. Du côté gauche, en rouge, vous voyez l'inflammation facteur 9 et à droite en bleu, vous avez le facteur 8. Commençons par la prévisibilité. Je pense qu'on peut dire que pour le facteur 9, la prévisibilité du résultat est assez bonne, alors que pour le facteur 8, la prévisibilité, bon, n'est pas aussi bonne. On ne peut pas savoir si il n'y aura aucune réponse ou s'il y aura 200 de facteur 8. On ne sait pas, il y a une grande... Et pour la variabilité, elle est limitée avec le facteur 9. Je vous l'ai montré sur le graphique, mais pour le facteur 8, il y a une importante variabilité. Donc, ces deux facteurs sont importants à l'heure actuelle. Quand on discute avec les patients individuels, on ne peut pas leur dire avec confiance où ils vont se trouver sur ce spectre, particulièrement ce qui est trait au facteur 8, mais encore, mais pour le facteur 9, on peut avoir une meilleure idée. La toxicité du foie est environ 20 inférieure, alors que pour les facteurs 8, on atteint les 80 malheureusement. Pour le foie, il y a donc plus de problèmes. Et pour ce qui est de la durée de la thérapie, du bienfait thérapeutique, on va de 5 à 10 ans pour le 9 et de 5 ans et plus pour le 8, mais on ne peut pas dire que ce sont des thérapies égales pour les facteurs 9 et 8. Il y a plus de problèmes avec le facteur 8. Et maintenant, parlons de ce qui se passe quand le vecteur arrive dans ces secteurs du foie. À travers le sang, il trouve son chemin pour arriver dans le foie et via les vaisseaux sanguins. Il ne va pas dans les chromosomes de l'humain. Il pourrait aussi être intégré dans l'ADN du chromosome via les cellules du foie. Donc, le vecteur arrive dans le nucléus et j'ai souligné la persistance du vecteur. Le vecteur demeure à long terme et la persistance
soit continue à flotter en tant qu'épisome de façon libre ou encore s'intègre au chromosome et dans le génome normal. C'est un peu surprenant d'une certaine façon parce que les AAV n'ont pas une tendance naturelle à s'intégrer. Ce n'est pas un rétrovirus. Il y a des virus qui font partie de notre histoire naturelle et euh, qui envahissent le génome. Et le AAV n'est pas un rétrovirus. On ne l'injecte même pas, on injecte seulement des particules, donc une fraction du virus. Mais voici le problème. Quand on parle de l'intégration du vecteur AAV, beaucoup moins que 1 des particules du vecteur s'intègrent dans l'ADN hôte, mais les doses que nous utilisons sont très grandes. Et ceux qui n'aiment pas les maths, incluant moi-même, bon, voici quelques chiffres. 10 à la 15, il y a beaucoup de zéros, comme vous voyez. Et 1 de autant de zéros, ça reste un gros nombre. Et là est le problème, c'est qu'un très petit pourcentage du vecteur est intégré, mais il reste que c'est beaucoup. Et parce que le dosage administré est très fort et les vecteurs deviennent quand même assez répandus. Vous voyez ici une image assez complexe. Il s'agit d'une série de chromosomes dans les chiens. Il y a eu une étude à Queens sur les chiens et l'hémophilie dans les chiens. Et on a regardé des chiens âgés de 10 à 12 ans. Et quand on regarde leur foie, vous voyez que les chiens, sachant qu'ils ont 38 chromosomes, et à la fin, vous voyez le chromosome X, vous voyez que chacun des chromosomes a des marqueurs bleus et ces marqueurs bleus sont un signe d'intégration de ces séquences de vecteurs et vous voyez qu'il y en a partout dans le génome. Il n'y a aucun signe qui indiquerait que ce ne serait pas la même chose dans les humains. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et on sait, et ce n'est pas un secret, ça arrive. Nous avons donc fait des études sur le long terme. On a 17 chiens hémophiles sur lesquels on a essayé plusieurs types de AAV, de plusieurs sérotypes, et ils ont ensuite des autopsies à la fin de leur vie et on n'a pas identifié de tumeurs malignes dans le foie. Donc, dans ces expériences de longue haleine, on n'a pas vu de phénomène cancérigène. Par contre, le cancer est une maladie répandue et tous ceux qui ont déjà eu le cancer, bon, vous savez que c'est une maladie très répandue. On a eu 4 cas de cancer dans ceux qui ont reçu la thérapie des gènes, 2 patients qui ont reçu le facteur 8 et 2 qui ont reçu la thérapie facteur 9. Donc, on a eu un cancer de glande salivaire, un cancer du foie, un cancer des amygdales et un autre cancer. Donc, à chaque fois, nous avons fait une enquête, une analyse génétique très complexe et très longue. Et à chaque fois, on a trouvé des preuves convaincantes que les séquences des vecteurs n'étaient pas des vecteurs de cancer. Ce n'étaient donc pas les causes de cancer et ne se sont pas intégrés dans le génome. Et ceux qui reçoivent donc les thérapies géniques, ils développent un cancer, développent tout simplement pour le moment le cancer, selon toute évidence, parce que le cancer est une maladie répandue
et il n'y a pas de lien de causalité avec la thérapie génique et ces cancers. Voici ma dernière diapositive. Pour faire un résumé, ce que je vous ai montré, c'est que premièrement, les études cliniques de phase 1 et 2 qui incluent 10 à 20 personnes nous disent des choses sur l'efficacité et l'innocuité de cette thérapie. Et ensuite, pour la phase 3, pour l'hémophilie A et B, habituellement, ils sont ce sont des grandes études sur 3 ans avec 120 à 130 patients. Et c'est très important d'en savoir mieux sur les pathologies. Il y a aussi plusieurs obstacles, comme par exemple les obstacles antigéniques. Et en ce moment, on ne peut pas faire la phase 3 et on a une chance aussi de recevoir la thérapie génique. Et là, c'est impossible ensuite de recevoir un autre traitement au moins 5 ans après l'administration de cette thérapie parce qu'on développe des anticorps qui préviennent la réadministration. Et en ce moment, on sait très peu sur l'expression du gène de l'hémophilie à la suite de ces thérapies. Nous avons 2 thérapies qui sont en ce moment accréditées. Nous avons une approbation européenne d'un côté. Désolée, c'est un téléphone, je suis désolée. Et en novembre de l'année dernière, Hemgenix pour le facteur 9 a été approuvé par la FDA. Je vais donc terminer avec ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté.